Un péril invisible menace notre santé. Dans cette émission, nous allons lever le voile sur une crise cachée qui secoue les fondements de notre système médical, la pénurie de médicaments. C'est une toile complexe de secrets, de manœuvres économiques et de stratégies d'entreprise qui remettent en question notre indépendance sanitaire. Plongeons ensemble dans les abysses de ce phénomène pour révéler des intrigues qui affectent notre vie quotidienne. Préparez-vous à découvrir des vérités inattendues qui se cachent derrière les rayons vides de nos pharmacies. Ce voyage au cœur de notre système de santé pourrait bien changer votre regard sur le monde de la médecine. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans notre dossier du jour qui va tenter de faire la lumière sur un enjeu crucial qui impacte déjà notre société, celui de la pénurie de médicaments. Car vous allez le voir mesdames et messieurs, il ne s'agit pas de quelques produits manquants comme le paracétamol. Non, cela va beaucoup plus loin. C'est le secteur de la santé, de notre santé qui est en jeu. Pour bien comprendre les rouages qui ont conduit à ce phénomène, nous nous intéresserons à trois parties qui nous semblent clés. La dépendance de l'approvisionnement, la face cachée des sociétés pharmaceutiques et enfin les solutions envisagées pour enrayer le phénomène. Allez, démarrons tout de suite par un graphique qui en dit long. Observez comment les médicaments d'intérêt thérapeutique ont connu des ruptures de stock depuis 2008. Ai-je vraiment besoin de le commenter? Allez, parce que c'est vous, j'ai encore 2-3 petites choses à rajouter. Ce qui est frappant, c'est la forte augmentation des signalements, passant de 44 en 2008 à 1200 en 2019, et pour atteindre 2400 en 2020, surtout à cause de la crise du Covid. Il faut noter tout de même que la courbe commence à croître en 2012, du fait d'une nouvelle règle de signalement. Mais regardez comment en 2017, les signalements ont doublé en pourcentage et en impact. Et tout ce concerne des médicaments très importants pour les patients. Le graphique s'arrête à 2020. Mais je vous rassure, la courbe continue son ascension puisque nous sommes à 3700 signalements en 2022. En Guadeloupe, la pénurie s'est fait sentir elle aussi. Écoutons ce qu'en dit Madame Marie-Claude Sinésius, présidente du syndicat départemental des pharmaciens de Guadeloupe. Il y a 3-4 mois, on était vraiment embêtés par pénurie d'antibiotiques, pénurie de médicaments cardiovasculaires, pénurie de médicaments ophtalmiques, pénurie de médicaments pour la douleur et actuellement aussi on a des médicaments qui sont en tension d'approvisionnement. Ce qui veut dire que les grossistes contingentent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la quantité qu'on veut. Je le disais, cela touche des médicaments vitaux pour certains patients. On parle de médicaments contre le cancer, de problèmes cardiaques ou encore d'antibiotiques. Justement, Madame Sinésius confirme que certains médicaments font défaut. Écoutons-la à nouveau. Actuellement, il manque l'amlodipine qui semble revenir. Il nous manque quelques corticoïdes manquent. Et il nous manque quelques produits contre la douleur tels que la lamadine suppo. Bon, on a le pendant en gélule. Et il nous manquait les Hydrex et la flécaïne aussi. Il y a quelques ruptures. On a encore subi quelques ruptures tout de même. En cas de pénurie importante, donc blocage, on n'a pas du tout le médicament qui a été prescrit. Donc, deux choses, on a plusieurs alternatives. Soit on change le médicament contre un autre médicament de la même famille, ou on appelle le médecin qui change le médicament. Il y a aussi la NSM, qui est l'Agence nationale de sécurité des médicaments, qui peut aussi prendre, quand il y a une forte pénurie, prendre des dispositions. Ce qu'ils ont fait, par exemple, pour la flécaïne, qu'on ne peut pas donner comme ça aux patients. Maintenant, observez ce graphique. En 2018, un quart des Français étaient déjà touchés. Alors la grande question, c'est pourquoi? Un mot, délocalisation. Depuis les années 90, les grands groupes pharmaceutiques ont transféré leurs sites de production en Chine et en Inde principalement dans un but d'optimisation des coûts et d'accroître leur rentabilité. Sauf que 30 ans plus tard, des choses ont complètement basculé puisque 80% des matières premières qui servent à la fabrication de médicaments proviennent de Chine et d'Inde. L'Occident
Et surtout, l'Europe se retrouve aliénée à ces deux grandes puissances. Pour bien comprendre l'enjeu, il suffit de se replonger au début de la pandémie. Ah, je vous rassure, pas pour longtemps. Début 2020, vous vous souvenez de la pénurie de masques? Au début, tout allait bien. Olivier Véran, alors ministre de la Santé, nous expliquait l'inutilité des masques. Sauf qu'après de nouvelles positions scientifiques, les masques sont devenus vitaux. Et là, vous connaissez la suite. La ruée vers des rayons vides. C'est à ce moment précis que la France s'est rendue compte de sa dépendance envers d'autres pays sur la question. Mais ce n'était qu'un avant-goût, car aujourd'hui, c'est la même histoire avec nos médicaments essentiels. Ça soulève une question sérieuse. Cette dépendance peut-elle perdurer? C'est Bruno Le Maire qui nous donne un début de réponse puisqu'il avait déclaré à cette époque « Dépendre à 80% de principes actifs produits en Chine, c'est irresponsable et déraisonnable. » Alors, même si les autorités sanitaires françaises avaient pris des mesures comme le rationnement des médicaments disponibles et la mise en place de stocks de sécurité minimaux, il n'en reste pas moins que la pénurie, elle est là. Alors, cette situation est tombée du ciel? Ou avions-nous déjà des mises en garde? Il suffit de reprendre le rapport de l'Académie nationale de pharmacie de 2018 qui indique que 86% des hôpitaux en Europe considèrent les ruptures de médicaments comme un problème quotidien. Malgré cette mise en garde, aucune mesure significative n'avait été prise. Pourtant, l'État peut actionner certains leviers. Je m'explique. L'État, en influence sur les prix, peut agir sur l'approvisionnement de certains médicaments. Si un gouvernement souhaite réduire le prix d'un médicament et que la société productrice n'est pas d'accord, elle peut décider de cesser de le vendre dans ce pays. Et visiblement, c'est ce qui se passe en France, puisque l'Agence du médicament nous indique qu'un quart des pénuries de médicaments résulte de désaccords entre les laboratoires et l'État. Nous retiendrons dans cette première partie l'augmentation croissante des pénuries de médicaments, la forte dépendance de la France vis-à-vis de l'Asie et une politique attentiste depuis 30 ans. Maintenant, intéressons-nous aux sociétés pharmaceutiques. Nous allons vous expliquer comment elles peuvent tirer avantage des pénuries pour manipuler le marché et favoriser leurs intérêts financiers au détriment bien sûr de la disponibilité des médicaments. Pour comprendre l'origine de ces pénuries, il est essentiel d'analyser l'évolution du modèle économique adopté par le secteur pharmaceutique au fil de ces dernières années. Les laboratoires ont subi une transformation profonde, marquée par une orientation financière significative. Aujourd'hui, les actionnaires, en particulier les fonds d'investissement américains tels que BlackRock ou encore Vanguard, exercent une influence majeure sur les firmes pharmaceutiques, cherchant, bien quoi, à maximiser leurs bénéfices. Dans les années 90, le modèle prédominant était celui du blockbuster, visant à vendre massivement des médicaments à un large public. Mais aujourd'hui, une transition s'est opérée vers un nouveau modèle économique appelé niche-buster ou marché de niche. Celui-ci se caractérise par la vente de médicaments pour des maladies rares en petite quantité, mais à des prix très élevés. Ce changement a conduit à des réorganisations au sein des entreprises pharmaceutiques. Un exemple est la partie générique de Sanofi, autrefois appelée Zentiva, qui a été externalisée pour devenir une entité indépendante. Cette transformation s'explique par le fait que le modèle économique des médicaments génériques, qui ne génèrent pas de fortune comparable aux blockbusters, ne correspondait pas aux aspirations de Sanofi. Audrey Delavoye, présidente de Sanofi France, justifie ce choix en expliquant que la stratégie de l'entreprise pharmaceutique est de se concentrer sur les médicaments innovants, d'exceller là où il y a des besoins non résolus, plutôt que d'être présente à tous les niveaux de la chaîne. En conséquence, les médicaments vraiment importants, souvent anciens et parfois déclinés en version générique, sont fortement touchés par les pénuries, principalement parce que les fabricants ne trouvent pas ces médicaments assez rentables. En revanche, les médicaments innovants vendus à des prix astronomiques ne sont pas affectés. Un autre aspect intéressant, écoutez bien. Jusque dans les années 90, les prix des médicaments étaient réglementés par l'État, en se basant sur les coûts de production. Jusque-là,
tout est logique. Mais comme je le disais tout à l'heure, ces prix sont déterminés par des négociations entre les industriels du médicament et le comité économique des produits de santé, représentant lui l'État. Le sociologue Étienne Nouguez, spécialiste des prix de médicaments, déclare que ce système est totalement pervers, car il entraîne une situation paradoxale où certains médicaments sont excessivement chers, rendant leur accès difficile pour une grande partie de la population, tandis que d'autres, trop peu chers, se retrouvent en pénurie. Juste pour vous donner une idée, parmi les médicaments excessivement coûteux, on trouve le Zolgensma, commercialisé par Novartis et destiné au traitement de l'amyotrophie spinale. Une seule injection de ce médicament atteint le coût astronomique de 2 millions d'euros. Pour la petite histoire, les investissements de recherche fondamentale ont été réalisés par les équipes du Généton, financés par les fonds publics du Téléthon. Les droits ont ensuite été cédés à une start-up, puis acquises par Novartis. La sénatrice Laurence Cohen déclare à ce sujet: d'une certaine manière, le médicament est payé plusieurs fois par l'argent public. Car oui, l'argent public, au travers des aides pour la recherche, les remboursements de médicaments, les fonds publics pour relocaliser, les crédits d'impôt de recherche, bénéficient grandement aux géants pharmaceutiques. Un autre exemple frappant, le BCG Medac, un médicament utilisé dans le traitement du cancer de la vessie. En raison de sa production limitée, il n'est accessible qu'aux patients prioritaires, malgré son existence depuis plus d'un siècle. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est que l'accès à ce traitement n'est pas assuré, même en cas de tumeur cancéreuse. Les patients doivent remplir un questionnaire pour évaluer la gravité de leurs conditions et ceux qui n'obtiennent pas un nombre suffisant de points sont exclus de la possibilité de recevoir ce médicament. Yanis Nassis, responsable de l'accès aux médicaments à l'European Public Health Alliance, a mis en lumière sur Arte le fait que de nombreux médicaments courants et anciens sont retirés du marché pour être réintroduits ultérieurement, mais là, à des prix plus élevés. Alors, que peut faire le gouvernement pour stopper l'hémorragie? Relocaliser. En tout cas, c'est une des opinions retenues. Oui, sauf qu'il y a un léger problème, car cela prendrait au minimum entre 10 et 15 ans pour remettre en place des chaînes de production complètes. La relocalisation annoncée par Emmanuel Macron concerne 25 molécules, ce qui est considéré comme un premier pas important, mais insuffisant. Interrogée par France Info, Nathalie Coutinet, économiste de la santé, souligne que les pénuries ont touché environ 3500 molécules cette année, et que même si la liste du ministère de la Santé mentionne 450 molécules problématiques, relocaliser seulement 25 ou 50 d'entre elles ne résoudra pas le problème de la pénurie. Alors, la France ambitionne de se tourner vers les biomédicaments pour devenir le leader en innovation grâce au plan Innovation Santé 2030. Cette solution permettrait de renforcer notre souveraineté sur le papier. En effet, ces biomédicaments s'appuient sur des biotechnologies avancées, comme le génie génétique et la culture cellulaire, et permettent de traiter des maladies graves et complexes, telles que les cancers ou les maladies auto-immunes. Mais vous en doutez, leur production coûte cher, et c'est là qu'arrivent en scène les biosimilaires. Bon, si je devais résumer, les biosimilaires, c'est un peu les génériques des biomédicaments. Il s'agit de copies, mais qui ont la particularité d'être moins chères à produire. Et je ne vous cache pas que l'assurance maladie voit d'un très bon œil ces biosimilaires car ils permettraient de faire jusqu'à 30% d'économie. Mais pendant que le gouvernement mise sur les biotechnologies, de nombreux Français ont pris le contre-pied et se tournent de plus en plus vers des médecines plus naturelles. Comme vous pouvez le constater, si on cumule les deux premières colonnes, en 2019, 86% des Français avaient déjà une bonne image des médecines douces. Cette année, nous avons franchi un cap puisque un Français sur 5 déclare préférer les médecines alternatives aux médecines conventionnelles. Cette tendance est souvent alimentée par une méfiance croissante envers les médicaments chimiques et leurs effets secondaires potentiels. Les thérapies naturelles, telles que l'homéopathie, l'acupuncture ou encore la phytothérapie, sont perçues comme étant plus en harmonie avec le corps et moins susceptibles de provoquer des réactions indésirables. Il semblerait que les Français se tournent de plus en plus vers une approche holistique de la santé, qui ne se limite pas à traiter juste les symptômes,
mais cherche à comprendre et à traiter les causes profondes des maladies. Ce n'est pas étonnant, d'autant que cette approche est le fondement de plus de 5000 ans de médecine traditionnelle chinoise, qui se concentre, elle, sur l'équilibre et l'harmonie du qi, qui est en fait l'énergie vitale, dans le corps, en traitant l'individu dans sa globalité, corps, esprit et émotion. Elle utilise elle aussi des techniques variées comme l'acupuncture, la phytothérapie et le qigong, pour prévenir et traiter des déséquilibres en visant à restaurer la santé globale. Évidemment, il faut toutefois se montrer prudent car de nombreux charlatans ont bien compris cet engouement et n'hésitent pas à prétendre guérir des pathologies graves comme le cancer et ne remplaceront jamais les traitements conventionnels. En conclusion, mesdames et messieurs, nous sommes face à une situation alarmante où la santé publique est prise en otage par des enjeux économiques et géopolitiques. Notre dépendance croissante envers l'Asie, combinée à la stratégie de course au profit des géants pharmaceutiques, révèle une vulnérabilité critique de notre système de santé. Dans le même temps, cette crise semble être, on peut le dire, une opportunité pour opérer certains changements stratégiques tout en sensibilisant sur des pratiques médicinales complémentaires, enrichissant ainsi notre approche de la médecine allopathique. Qui sait? Cela pourrait ouvrir la porte à une nouvelle ère de la médecine, plus diversifiée et accessible à tous. Merci d'avoir suivi Ça coule de source, prenez soin les uns des autres et restez libres.